Donc, je suis Jean-Baptiste Thévard, le président de la société Accorpaille à Orléans, en France. Accorpaille est une société qui a été créée par l'association Approche-Paille, qui était une association que nous avons fondée en 2005, basée sur l'expérience réalisée au Québec en 2001, la réalisation de maisons unifamiliales à l'éco-hameau de la Baie. Une initiative qui a permis l'invention d'une technique de construction et d'isolation de murs isolés en ballots de paille, assez révolutionnaire, j'ai envie de dire, tant elle est à la fois innovatrice dans sa forme, mais aussi performante dans sa réalisation et son usage en termes de bâtiments d'habitation. Donc Approche-Paille s'est concentré sur la formation, la diffusion de la technique du grèbe en France et a participé aussi à l'élaboration du réseau français de la construction paille, le RFCP. Et nous avons participé avec 40 autres professionnels du secteur, architectes ou constructeurs, des enduiseurs aussi, de toute technique de construction en paille confondue, à l'élaboration des règles professionnelles. Les règles professionnelles, c'est un document de référence qui rassemble les bonnes pratiques de ces professionnels. Pendant 4 ans, on s'est réunis une quarantaine de personnes pour compiler les différentes approches, les différents moyens de pouvoir réaliser des murs en ballots de paille. Qui a eu l'idée d'écrire ces règles professionnelles? C'était un architecte, un ingénieur? Vous avez beaucoup de professionnels avec vous du bâtiment? C'est ça. Donc c'est vraiment l'idée du collectif du réseau français de la construction paille, où notre première action décidée, c'était de rassembler les expériences de construction paille. Ça a été animé pendant ces 4 ans par Luc Floissac. Nous sommes intervenus tous les deux régulièrement auprès des instances nationales et on a pu aussi avoir des soutiens, bien sûr, mais c'était essentiellement un travail bénévole pour la rédaction de ces documents techniques qui a été validé par les instances réglementaires en 2012 et donc toutes les assurances, les organismes professionnels, les centres scientifiques ont tous mis leur tampon sur ces règles professionnelles et sont aujourd'hui le document de référence pour considérer que l'isolation en ballots de paille aujourd'hui en France est ce qu'on appelle une technique courante que les professionnels peuvent utiliser de manière extrêmement simple. Combien de maisons ont été réalisées et de grands bâtiments et quel pourcentage ont utilisé la technique du grèbe? Aujourd'hui, si on reprend l'historique de la construction paille, l'essentiel des bâtiments qui ont été réalisés, le plus grand nombre de bâtiments réalisés, ce sont des maisons d'habitation et beaucoup en autoconstruction. Donc aujourd'hui, on considère qu'à peu près 25% des bâtiments ont été réalisés avec la technique du grèbe et c'est aujourd'hui la technique majoritaire dans les techniques d'autoconstruction totale. Quand j'entends autoconstruction totale, c'est construction de la charpente, remplissage en ballots de paille et parement intérieur-extérieur des parois. Et donc aujourd'hui, on a créé l'association en 2005, aujourd'hui en 2018, donc sur les 13 dernières années, on estime aux alentours des 1500 bâtiments qui ont été réalisés avec la technique du grèbe. Je dis bâtiment parce que ça va de la maison, du bâtiment, de l'atelier, un petit atelier qui peut être un garage ou autre, mais ça va jusqu'au bâtiment de 2 étages, donc R+2, pardon, et en général en maison d'habitation. Il y a eu quelques bâtiments professionnels, mais le principe de la technique du grèbe, pour simplifier, on a simplement une double ossature bois qui va faire un couloir dans lequel on va glisser les ballots de paille indépendamment de leur longueur.
La dimension standard pour un ballot, c'est 14 pouces par 18 pouces, ça c'est sa section, et la longueur elle peut être variable en fonction des presses. Donc l'avantage de la technique REP, c'est que la botte de paille, la longueur du ballot n'a pas tant d'importance que ça. Donc on va faire cette double ossature bois, on va glisser un rang de paille, et ensuite on va venir couler un mortier composé de 60% de sciure de bois, donc un mortier très respirant, hein, il est beaucoup plus respirant qu'un enduit à la chaux, et il est à peu près aussi respirant qu'un enduit plâtre. Donc c'est vraiment très intéressant sur le plan de la perméabilité à la vapeur d'eau à l'intérieur. Donc le mortier est coulé sur la hauteur d'un rang de paille, et pendant que le mortier fait sa prise, pendant 24 heures à peu près, on installe un nouveau rang au-dessus, on monte les coffrages, on recoule un mortier, et ainsi de suite, et tous les jours on peut monter d'un rang de ballot de paille, et la paille est toujours protégée, que ce soit bien évidemment contre les incendies, les rongeurs, tout autre risque qui peut être lié à l'usage d'un matériau en fibre végétale. Et quelle est la recette exacte du mortier? Et c'est vraiment la finition intérieure et extérieure instantanée? Alors, le mortier qui est coulé, c'est la partie brute de décoffrage, on va dire. Après, il faut faire une finition qui peut être un enduit mince, ou un enduit plâtre, ou un enduit à la chaux, ou une plaque, ou un bardage bois. Là, les finitions qui peuvent être ajoutées par-dessus, ça n'a vraiment pas d'importance, parce que de toute façon, le mur est forcément droit, car le mortier est coulé. La recette du mortier utilisé, c'est 4 volumes de sciure de bois, 3 volumes de sable, un volume de chaux aérienne ou chaux éteinte ou chaux hydratée comme on dit ici au Québec, et un volume de ciment type ciment traditionnel, ciment de Portland, et la combinaison de ces... Alors c'est une recette qui est issue des recherches qui ont été réalisées dans le cadre de la construction en bois cordé qui était très pratiquée en Amérique du Nord, avec multitude de recettes où on mélangeait la sciure de bois avec la chaux, le ciment et le sable. Il y a une multitude de recettes, et cette recette là elle est vraiment très, très intéressante. Ça fait un mortier léger, 60% de sciure de bois de l'ensemble de son volume, c'est énorme. Et donc elle est très légère, elle est très respirante, et en même temps elle apporte un complément d'isolation qui n'est pas négligeable sur environ 2 pouces de chaque côté, ce qui est vraiment un plus, à la fois sur la solidité de la paroi, mais aussi sur l'inertie à l'intérieur de la maison. Et le but du ciment, c'est pour le contreventement? Alors le ciment, il a plusieurs fonctions. Alors déjà, il vient pallier à la faiblesse de la solidité de la sciure de bois qui est à l'intérieur. Comme on a une grosse quantité de sciure de bois, on a une faiblesse de solidité. Donc on a besoin de rajouter une solidité que la chaux n'apporte pas. Donc ça c'est le durcissement du mortier pour la structure, le contreventement et aussi la répartition des charges qui seront faites sur la paroi. Le deuxième avantage, c'est la vitesse de prise. Si on avait uniquement une chaux à l'intérieur ou de la terre, le temps de séchage, le temps de prise est extrêmement long. Il faudrait laisser les coffrages en place pendant plusieurs jours, alors que là, dès le lendemain, on peut les retirer et le mortier commence déjà à sécher. Et on a tout de suite une solidité. Et puis, ça fait quelque chose de très très solide. On peut accrocher directement dessus sur ce mortier avec des vis directement dans le mortier. Et quelle est l'épaisseur du mortier, la valeur R totale du mur? Alors la valeur R totale du mur, alors les correspondances, est-ce que ça... Je ne sais pas si ça correspond, mais on est aux alentours des 7,5, ce qu'on appelle le RSI peut-être. RSI, la valeur R internationale, 7,5, et ici on multiplie par 7,678. Okay. Donc vous êtes au-delà de R50, c'est excellent comme mur. C'est un mur excellent, et effectivement j'ai pu tester... Quelle épaisseur de mortier de chaque côté? L'épaisseur de mortier, c'est l'épaisseur du bois, plus un peu d'insertion dans le ballot de paille. Donc les deux parties de charpente qu'il y a de chaque côté, c'est des montants de bois qui font 2 pouces par 4 pouces, des 2 par 4, ouais. Ou des 4 par 10 en centimètres. Donc on a 3 pouces et demi de chaque côté de... On a 2 pouces, à peu près 2 pouces et demi de mortier de chaque côté.
OK. Voilà, c'est ça. Donc, on a donc les 14 pouces du ballot de paille, plus les 2 pouces de chaque côté de mortier. Voilà, ça c'est l'épaisseur totale du mur avant les finitions. Donc, les avantages de cette technique-là versus les autres types de murs en ballot de paille? Alors, on pourrait comparer toutes les techniques. J'exclus à la base la technique en ballot porteur, qui est une technique où on demande à la botte de paille non seulement d'être l'isolant, mais aussi la structure du bâtiment, c'est-à-dire qu'il va porter la charge de la charpente, plus un support d'enduit, donc on demande beaucoup au ballot de paille. Dans le cas de la technique Greb, c'est sa simplicité de mise en œuvre qui est son élément majeur, où on a une formation qui peut durer simplement 2 jours. Bien évidemment, c'est pas ça qui va nous permettre de construire toute la maison, mais on a besoin de ces 2 jours de formation pour savoir comment monter la charpente, poser la paille, couler le mortier, réaliser une porte, une fenêtre, un passage d'étage, un angle de bâtiment. En 2 jours, on est formé sur la technique. Avec Approche Paille en France, on forme depuis 2005 sur 2 jours l'ensemble des autoconstructeurs. Donc pouvoir construire soi-même sa maison sur plusieurs étages sans avoir recours ni à des grues, ni à des appareils de levage importants. Une charpente en bois, c'est le principe de la double ossature, donne une grande stabilité, à la paroi. Mais ce qui est aussi fort, c'est qu'on a un mur complètement monolithique qui est extrêmement difficile à détruire. Et sur l'ensemble des bâtiments qui ont été réalisés en France aujourd'hui, il n'y a eu aucun désordre pour ceux qui ont utilisé la technique telle qu'elle est diffusée dans le livre sur la technique du grès, le mode d'emploi. Ceux qui ont fait des expériences hasardeuses, qui ont voulu faire d'autres types de mélanges ou d'autres types d'ossature, ils peuvent avoir eu des problématiques. Mais ceux qui ont bien été dans le cadre, ce qui a été fait, même en changeant quelques petits détails, il n'y a aujourd'hui absolument aucun désordre sur ce type de bâtiment. Très bonne structure, très bonne isolation, très bonne inertie et un coût extrêmement faible aussi de réalisation. Alors après, ça c'est pour de l'autoconstruction. Si on veut la faire par des professionnels, en France on expérimente d'autres approches de la technique du grève, notamment la possibilité de ne pas mettre de mortier pour un côté de la paroi, par exemple, le côté extérieur, on va mettre plutôt un panneau par pluie qui va à la fois faire la structure, mais aussi permettre la fixation d'un bardage par devant. Et à la place du mortier, on va rajouter un isolant qui peut être une fibre de bois ou qui peut être de la paille aussi en vrac. Et pourquoi pas crépir directement à l'extérieur, justement? Crépir direct sur le panneau, sur le ballot. Plusieurs font ça ici. Alors, appliquer un enduit sur la ballot de paille, si on veut demander à ce qu'il soit structurel, il faut respecter certaines règles. Non, il serait structurel à l'intérieur. Ah, si, alors, le bois et le mortier. Alors, aujourd'hui, si on veut que ce soit structurel, on ne peut pas le faire avec juste un seul côté de mortier. Ça pencherait. C'est pas ça, c'est qu'il y aurait une différence de... on ne maîtrise pas bien le comportement parce que la charpente, elle se pose sur les 2 côtés de l'ossature. Donc, il faut qu'on ait quand même cette possibilité-là d'avoir une structure des 2 côtés. Alors, la question des enduits, directement appliqués sur un mur réalisé en technique grève avec une double ossature, nous, on le réalise par exemple en préfabrication atelier. Aujourd'hui, il y a un professionnel en France qui réalise des murs avec la technique grève totalement préfabriqués en atelier. C'est-à-dire qu'il va livrer les murs finis de la maison. Il a mis sur son expérience, son premier prototype, il a mis 19 jours pour réaliser cette maison et il l'a livré et monté en 3 jours. C'est pas du mortier comme on utilise dans la technique coulée, c'est un enduit plâtre, chaud et sur de bois. On est à 50% de sur de bois et puis le reste en plâtre, en gypse et en chaud. Et ça permet de remplir le mur de paille et ensuite de projeter un enduit et puis de le tirer à la hauteur en appui sur les montants en bois. Ça, c'est un peu l'orientation aussi de préfabrication des murs grèves avec des enduits.
Mais on peut aussi ne mettre aucun mortier. Si on veut, on peut mettre une plaque de chaque côté. On peut mettre un panneau en fibre de bois comme un OSB par exemple, côté intérieur, et puis remplir de paille l'espace vide entre la paille et le panneau. Et puis à l'extérieur, on met un panneau de pare-pluie. Ça aussi, ça peut être une technique assez simple, assez rapide de réalisation. Mais dans ce cas-là, on perd l'inertie du mortier. Quel genre de panneau pare-pluie à l'extérieur? Un panneau en fibre de bois dense, il peut y avoir, alors je ne connais pas les matériaux ici au Québec suffisamment bien. Carton fibre, ouais. C'est ça, je pense que... Un sonoclimat qui est plus épais, ok. Voilà, c'est ça. Ou alors on met un panneau en fibre de bois, puis on peut le recouvrir avec une membrane par pluie ou par vent qui va très bien fonctionner. Et puis, donc là, on peut faire de la préfabrication comme la ouate de cellulose, par exemple. Ça va à peu près les coûts de réalisation en ouate de cellulose. Et où il peut y avoir une partie professionnelle, une partie autoconstruction avec un remplissage de paille. Et vous avez combien d'artisans et de fabricants, de constructeurs en paille en France? Alors, aujourd'hui, c'est assez complexe comme question à répondre parce que... oui, j'entends bien. Les professionnels qui interviennent, ils interviennent soit sur la charpente, donc ils fabriquent une charpente adaptée à la construction ossature bois, soit sur la partie maçonnerie avec l'application des enduits sur paille, donc remplissage en paille. Et donc ça, c'est déjà deux catégories de professionnels différents. Pour la maison individuelle, c'est ça. Après, sur les bâtiments plus gros, ces bâtiments qu'on gère avec Accorpaille, notamment, toute la filière que l'on développe avec Accorpaille en France, tous les constructeurs bois peuvent être en mesure de mettre de la paille dans les murs, s'ils préfabriquent les murs avec des techniques de préfabrication en atelier. Combien de constructeurs, entrepreneurs généraux offrent la paille, l'option paille? Il l'offre, enfin, j'ai envie de dire, on peut, c'est vraiment très difficile à dire comme ça. À vue d'œil, ceux qui ont une bonne expérience et qui ont plus que 5 ans d'installation à l'intérieur, en France, on peut en compter, je pense, une dizaine qui font que ça, spécialisés dans la construction paille. Après, il y a aujourd'hui une multitude de constructeurs d'ossature bois qui mettent ou de la paille, ou de la ouate de cellulose, ou un autre isolant à l'intérieur. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas des spécialistes de la construction, mais ils savent faire des murs en bois, et ils remplissent, au lieu de mettre un isolant en ouate de cellulose, ils mettent un isolant paille à l'intérieur. Les artisans menuisiers et non entrepreneurs généraux. Les entreprises générales, très peu sont spécialisées là-dedans. Ils sous-traitent très souvent la fabrication des parois à des entreprises de construction. Et est-ce qu'on peut estimer le nombre de bâtiments publics? Vous avez des écoles, du multilogement? C'est en pleine explosion aujourd'hui. À Accorpaille, on suit en permanence aujourd'hui une centaine de chantiers. Actuellement, on suit une centaine de chantiers et c'est essentiellement des marchés publics. Mais tous les jours, on voit sortir de terre des nouveaux projets. Tous les jours. En marché public. Aujourd'hui, les communes font des gymnases, ils font des groupes scolaires, ils font des crèches. Enfin, des crèches, je ne sais pas si on appelle ça comme ça ici au Québec, mais garderie pour la petite enfance. Maintenant, on fait aussi des casernes de pompiers, en paille. Ça brûle pas avec le mortier. Et à partir du moment où il y a des comment dire, les pompiers se mettent dans des casernes isolées en paille, c'est que vraiment ils n'ont pas peur de ça. Et puis après on peut aller beaucoup plus loin, les collèges, les lycées sont réalisés en paille. Il y a même aujourd'hui donc des bâtiments industriels, bâtiments agricoles, c'est énorme le potentiel pour le monde agricole que d'avoir des bâtiments isothermes pour la conservation des fruits, pour la conservation des légumes, les betteraves, les pommes, les poires, etc. Mais aussi les vins. On fait des bâtiments qui sont totalement isothermes avec des ballots de 70 cm d'épaisseur. On a des bâtiments qui peuvent maintenir une température sans système de rafraîchissement aux alentours des 13 degrés toute l'année. Donc quand on arrive à des niveaux de performance comme ça qui dépassent vraiment tout ce qui existe dans le monde de la construction conventionnelle, on va dire, on peut difficilement imaginer
quand un nouveau projet arrive, au moins étudier qu'il puisse être en paille. Après, c'est l'isolant le plus durable, le plus écologique que vous considérez? Alors, si on parle que du matériau, j'ai envie de dire oui, parce que le ballot de paille existe déjà. Donc on n'a pas à le fabriquer spécialement pour ça, il existe déjà. On n'a pas besoin c'est déjà un coproduit agricole. On cultive la céréale, on récolte la paille, enfin récolte le grain, il en reste la paille qui retourne au champ, bien évidemment pour sa grosse partie, puisque c'est la matière organique, mais c'est aussi utilisé pour l'élevage. Mais le produit ballot de paille existe déjà. Donc déjà sur la production, l'énergie grise emmagasinée à l'intérieur du matériau, on est déjà sur des niveaux de performance largement au-dessus de ce qui se fait dès qu'on a besoin de passer par un processus d'industrialisation qui va incorporer de l'énergie à l'intérieur. Mais c'est pas forcément pour autant que c'est pas forcément avec les autres matériaux biosourcés que j'ai envie de le comparer, parce que c'est des isolants qui sont tous complémentaires. Je travaille beaucoup avec des industriels de la construction biosourcée, que ce soit Gramiterm, Steco, tous les producteurs de matériaux d'isolation, et même la boîte de cellulose. On travaille beaucoup avec tous ces industriels-là parce que c'est des matériaux qui sont complémentaires. Et si on a des gros volumes de parois à faire, il est plus intéressant de les faire en paille et puis de faire toutes les parties qui sont un peu plus complexes, où la botte de paille n'est pas forcément la plus adaptée, ou alors des grandes surfaces de toiture où la paille est un peu lourde. On va plutôt faire en boîte de cellulose ou avec des matériaux plus légers qui ont les mêmes performances que le ballot de paille. Donc c'est vraiment des matériaux très complémentaires. Dans l'ensemble, aujourd'hui, on sait que le ballot de paille, c'est 14 kg de CO2 stocké par mètre carré de parois, et sur des coûts de réalisation qui sont extrêmement faibles, à partir du moment où on pense dans la globalité le projet performant. Je pourrais difficilement parler de prix en pieds carrés, puisque j'ai les prix en mètres carrés, mais ceci dit, on pourrait convertir assez facilement. Mais certains bâtiments qui ont été réalisés en bois, paille, dans des milieux extrêmement rudes, comme les milieux de montagne dans les Vosges. Aujourd'hui, on est, je crois qu'il faut diviser par 10 pour avoir en pieds carrés. On doit être aux alentours des 125 euros hors taxe le pied carré pour un bâtiment passif écologique. Fini, livré clé en main. Voilà. Il y a 4 groupes scolaires sur Paris, en Île-de-France, qui ont été réalisés en paille. Donc, vous êtes les champions. Combien de bâtiments au total en France? On est en train de faire l'inventaire, on essaye de faire le recensement des bâtiments, mais aujourd'hui, c'est reparti là. On est en train de faire l'inventaire actuellement des bâtiments paille réalisés en France. On s'est estimé entre 4 et 5 000 bâtiments, mais c'est vraiment extrêmement compliqué parce qu'entre un moment où on a référencé un projet et le moment où il va être livré, il y a plusieurs années, entre-temps, ça peut... Bon, bref. Mais l'essentiel depuis 15 ans, 20 ans. Voilà, c'est ça. On en est aujourd'hui un peu plus que 5 000, je pense, aux alentours des 6 000 réalisations. Donc vraiment bien accepté par les instances publiques, les professionnels du bâtiment. Aujourd'hui, c'est vraiment un recours récurrent des instances publiques que d'étudier la possibilité que ce soit réalisé en paille. Qu'est-ce qui les motive principalement? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait qu'il y ait des élus qui soient écologistes, qui souhaitent avoir un impact dans le cadre de la COP 21, en tout cas de l'agenda 21, travailler sur l'impact écologique des bâtiments. Mais pour un certain nombre, de plus en plus en tout cas, c'est l'aspect maintenance, entretien, coût énergétique du bâtiment et confort d'utilisation. Et aujourd'hui, c'est sans égal sur ces aspects-là pour des bâtiments publics. Sur Paris, il y a 4 groupes scolaires qui ont été réalisés en paille. Les coûts de réalisation, c'est à peu près les mêmes que si c'était un bâtiment standard, sauf que on est sur des performances d'isolation du niveau passif, donc c'est imbattable.
aujourd'hui pour la commune qui dispose d'un équipement, d'une infrastructure comme celle-là. Et les revêtements sont plus durables? Moins d'entretien? Les revêtements, après, c'est encore d'autres aspects de choses. C'est pas forcément toujours le meilleur choix qui est fait. Mais si c'est bien fait, si c'est fait comme on l'a vu tout à l'heure dans la conférence, le bon choix d'un matériau de construction fait que ça peut coûter un peu plus cher pour l'isolation, le revêtement, parce qu'il y aura moins de besoin de le reprendre au cours de sa vie. Mais moi, je suis concentré sur la performance de l'isolant, essentiellement. Mais les enduits vont être plus durables ou plus faciles à réparer qu'un gypse? Alors les enduits, ce n'est pas les techniques les plus pratiquées aujourd'hui en construction paille en France. C'est essentiellement des murs, des parois sèches, réalisées en atelier, livrées et posées, et ensuite avec des parements, que ce soit des panneaux gypse ou que ce soit Fermacell, hein. Il y a deux techniques, soit c'est le placo qui est le panneau de gypse standard comme on a dans cette pièce ici, ou alors du Fermacell qui est plus solide, plus résistant, qui résiste à l'eau, etc. C'est de la cellulose? C'est avec la cellulose incorporée. Donc on va voir ça. Et là, dans ce cas-là, l'inertie, elle ne sera pas dans la paroi extérieure. L'inertie, elle sera placée plutôt dans les sols ou dans les murs de refend intérieur. La masse, on va la mettre à cet endroit-là. Et elle ne sera pas dans les murs extérieurs. Mais tantôt, tu mentionnais que les élus aimaient le mur de paille côté maintenance, entretien, durabilité? C'était par rapport aux maintenances du bâtiment. C'est le coût du bâtiment. En fait, à partir du moment où on a un bâtiment qui est très isolé, on n'a pas besoin d'entretenir une machinerie pour conserver la température, que ce soit pour la rafraîchir quand il y a des périodes de grosse chaleur ou que ce soit pour la réchauffer en hiver. Plus on a d'équipements à l'intérieur, plus ça coûte cher. Quand ça tombe en panne, il faut faire venir une... Et ça coûte extrêmement cher aux petites communes que d'avoir des équipements technologiques très poussés où il faut faire de la programmation. Ça n'a pas de sens non plus de faire des systèmes complexes pour le milieu rural, par exemple, qui veut s'équiper d'un gymnase, autant qu'il soit bien isolé avec un petit système de chauffage facile à réparer. Et c'est pourtant ce qu'on veut nous vendre avec la domotique, l'Internet des objets, c'est pas la voie à suivre? C'est pas forcément la voie la plus résiliente, ça c'est sûr. Aujourd'hui, la durabilité de la technologie est extrêmement faible. La durée de vie d'un ballot de paille, aujourd'hui, elle est infinie tant qu'elle ne touche pas à l'eau. Par contre, vous prenez n'importe quel smartphone, dans quelques années, voire quelques mois, la technologie sera déjà dépassée. Est-ce qu'on a vraiment une stabilité des matériaux? Et les matières premières sont difficiles à trouver. Ça demande de traverser les continents pour trouver les matières premières, les fabriquer, etc. Et la maintenance et la connaissance de l'usage n'est pas forcément accessible à tout le monde. Je suis quand même beaucoup plus en faveur de bâtiments résilients, capables de fonctionner sans avoir une énergie incorporée obligatoire. C'est-à-dire, si je quitte ma maison et je dois la laisser connecter, parce que si je ne la connecte pas, elle va se mettre à pourrir, parce qu'il n'y a pas de ventilation, pas de système de... La maison, si je m'en vais 3 mois et je reviens, il y a de la moisissure à l'intérieur, ça... Encore une fois, ça devient... c'est un très bon principe à la base d'avoir des systèmes de régulation de la lumière, des volets qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction de l'éclairage, d'un système de régulation de la température précis, etc. Les gains énergétiques sont tellement faibles au final que ça ne peut être que dans l'intérêt spectaculaire de l'usage de l'intelligence, on va dire, on parle d'intelligence, bâtiment intelligent, on va utiliser l'intelligence, donc c'est passionnant, c'est spectaculaire, mais je ne donne pas 50 ans de vie à un bâtiment réalisé avec beaucoup de domotique. On est mieux d'économiser l'énergie en doublant la quantité d'isolation et la qualité de l'étanchéité. Et puis la qualité de la conception d'une manière générale, l'orientation, les apports solaires, des systèmes simples de mécanique, hein, de protection solaire, des systèmes simples effectivement de réalisation.
Moi, je prends toujours l'exemple de l'éco-hameau de la baie, où l'association, l'OBNL, le GREB, a travaillé beaucoup sur des systèmes résilients. Au Saguenay. Au Saguenay. Effectivement, le principe de base, c'était d'utiliser notre savoir, notre savoir-faire pour trouver des solutions techniques qui font des bâtiments qui durent longtemps, qui sont solides, qui demandent peu de maintenance et d'entretien, et le système des poêles de masse par exemple, où dedans on n'a absolument aucune technologie, qui fonctionne sans électricité, en période hivernale, même s'il n'y a plus d'électricité qui arrive dans le bâtiment, on a quand même du chauffage, et ça c'est vraiment... je pense en particulier à ce qui s'était passé à l'époque quand il y a eu le givre, la période de givre qui avait coupé, isolé des villages entiers, même des villes. La crise du verglas. La crise du verglas, c'est ça. Eh bien, la résilience, c'est ça. C'est être capable de pouvoir surmonter une crise majeure, climatique ou tout autre. Hein. Ça peut être une rupture matérielle. Pouvoir continuer à garder la même qualité de vie, le même confort pendant longtemps. C'est vraiment le principe défendu par le GREB. Et en climat froid, une grande famille avec beaucoup d'enfants, beaucoup d'humidité, est-ce qu'il faut un peu de ventilation mécanique dans ces maisons de paille? Dans tous les cas, il faut de la ventilation. Une étanchéité à l'air totale, ça veut dire qu'on maintient un air vicié à l'intérieur, on dégage du CO2 par notre respiration, mais on cuisine aussi. Si on cuisine au gaz, on dégage aussi des composés organiques volatiles. Et puis il y a bien sûr tous les revêtements, que ce soit les peintures, les colles, les différents produits d'entretien qu'on va avoir dans la maison, qu'il faut remplacer. Donc l'étanchéité à l'air, c'est quelque chose de pertinent pour pouvoir limiter les déperditions thermiques. Mais le renouvellement d'air est indispensable dans une maison et ça se calcule en volume. Et aujourd'hui, il existe des systèmes de ventilation, de renouvellement d'air de manière naturelle. Ou alors, si c'est artificiel, c'est parce qu'il y a des problèmes d'étanchéité entre les menuiseries et les parois ou entre le mur et le sol. Et c'est une ventilation naturelle, non contrôlée, que l'on sent très très fortement le jour où il y a du vent. Vous préconisez quand même donc plus d'étanchéité avec quand même l'échangeur d'air, ventilation en récupération de chaleur? Oui, la ventilation avec récupération de chaleur, elle est intéressante, mais elle reste quand même sujette à la nécessité d'avoir un système d'électricité. Aujourd'hui, on a expérimenté en France, alors je pense en particulier à une ville exemplaire en région parisienne, hein, qui est à Rosny-sous-Bois, qui a réalisé une école en ballots de paille, en technique en paille porteuse. Donc les ballots de paille portent la charpente. C'est des enduits terre qui ont été réalisés et ils ont fait une ventilation, récupération de chaleur naturelle. Donc c'est possible de le faire et ça fonctionne a priori. Hein. Un peu d'ingénierie et on invente des systèmes de renouvellement d'air à récupération de chaleur, mais naturels qui ne nécessitent pas forcément une énergie, une soufflerie, d'aspiration. Comment est-ce que ça fonctionne pour récupérer la chaleur? Oui, ça fonctionne pour récupérer. Des noyaux de récupération de chaleur? Absolument, oui, des systèmes d'échangeurs à plaques qui permettent de récupérer la chaleur. Et c'est l'effet de cheminée naturelle qui ventile? Oui, exactement, c'est ça. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la ventilation parce que ça demande des compétences d'ingénierie que je n'ai pas. Oui, mais dans un climat très froid comme le nôtre, oui. On veut avoir tant d'un minimum de litres seconde, oui, ça prend de la mécanique avec l'électricité. On pourrait envisager de travailler un peu plus précisément sur ce qu'on appelle, nous en France, les puits canadiens. Alors, je ne sais pas si c'est pratiqué au Canada réellement. Un peu, mais pas beaucoup. Mais pas beaucoup, j'imagine. Mais c'est provençal. On peut arriver avec des systèmes de canalisation situés en dessous de la ligne de gel des sols ou directement sous la maison, sous le bâtiment, un système de canalisation qui fait rentrer de l'air qui a été, effectivement, si l'air est à moins 30, elle rentre à moins 30 dans la canalisation et elle ressort dans la maison en ayant pris la température du sol et donc en s'étant réchauffée aux alentours des 5-10 degrés. Donc, mais purement par convection sans ventilateur électrique? La ventilation, elle peut se faire simplement par aspiration.
simplement parce que le système il peut y avoir un système d'extraction qui est situé en toiture, mais ça peut être aussi le système de chauffage bois, par exemple, qui va aspirer de la chaleur, qui va aspirer de l'air, parce qu'il a besoin du tirage naturel, donc il a besoin d'une entrée d'air minimum, et c'est cette entrée d'air minimum qui passera par de l'air qui va être réchauffé par le sol. Donc plutôt que de faire rentrer de l'air à moins 30 degrés, eh bien on fait rentrer de l'air qui va être à 5-10 degrés, parce qu'il sera passé dans le sol avant tout. Donc effectivement, c'est le système qui conviendrait bien au système résilient. Après, ça c'est sur de la maison individuelle. Sur des gros bâtiments ou des bâtiments publics, c'est compliqué de ne pas utiliser un système de régulation basé sur de la domotique en tout cas. Mais est-ce que ça s'est fait dans l'habitation en France d'avoir un système de chauffage au bois qui aspire l'air tant pour la combustion du bois, mais aussi avec une canalisation pour le renouvellement d'air frais dans une maison, de façon passive, sans électricité? Ça existe? Oui, oui, tout à fait. Oui. Le puits canadien est très souvent utilisé sans électricité. On considère en fait qu'il y a une aspiration naturelle de l'air. Alors il y a des puits canadiens qui ne fonctionnent pas parce que ça demande quand même une étude spécifique des fluides, mais il y a des bureaux d'études qui sont capables de calculer ça sans aucun problème. Ça pourrait être l'objet d'un article futur. Alors, toi Jean-Baptiste, qui est le neveu de Pierre Gilbert, cofondateur du Grève, avec tout ce que vous avez accompli en France, et vous voyez, on constate ces temps-ci, il n'y a pas beaucoup de demandes au Québec pour les maisons en ballot de paille ou les bâtiments publics encore moins, il n'y en a aucun, je crois. Quels sont les obstacles? Pourquoi crois-tu que ça ne lève pas ici et quelles sont les opportunités? Alors, le premier enjeu qu'il y a, c'est la possibilité d'organiser des chantiers participatifs. En France, il y a eu un gros mouvement autour de l'autoconstruction et il y a un réseau de partage de chantiers participatifs sur Internet, ça s'appelle Twiza, Twiza, et où on va avoir un peu comme Amigo au niveau des transports, on va publier son chantier et puis les gens vont s'inscrire pour pouvoir apprendre une technique, que ce soit les ballots de paille, la terre, le sol, le plafond, la toiture, peu importe, la structure aussi, et chacun va publier son projet et de son projet il va y avoir des gens qui vont agglomérer sur ces projets. Et ça c'est a priori extrêmement compliqué au Québec de faire ça. Et puis, la régie du bâtiment ou la commission de la construction? Je pense que c'est plutôt des questions syndicales autour de la concurrence vis-à-vis des professionnels du bâtiment. Et puis l'autre aspect, c'est des aspects de réglementation technique au Québec. Même si on fait une autoconstruction, il faut que les systèmes constructifs soient validés. Et il peut y avoir aussi un contrôle du système constructif. Ce qui devient compliqué de faire une déclaration de construction en disant je vais utiliser de la paille parce que la paille aujourd'hui elle n'est pas validée dans le cadre du code de la construction au Québec. Mais en France on peut construire avec des ballots de paille, c'est pour toi, c'est pour ta maison, il n'y a personne qui va venir contrôler si tu construis bien ta maison avec les techniques réglementaires. En fait les études de la SCHL ont démontré l'important c'est que la valeur R est X, je ne me souviens pas combien on pousse, mais c'était accepté, sauf que c'est toujours à refaire, à convaincre chaque inspecteur municipal, c'est ça le problème, parce que c'est pas reconnu nationalement. Alors, avec la technique du grève, aujourd'hui, c'est vraiment, s'il y a des autoconstructeurs qui veulent faire la technique du grève, aujourd'hui, c'est reconnu. Ils ont une facilité d'accès, les inspecteurs se partagent des informations aussi. En France? Au Québec, je parle. Maintenant, oui. C'est ça. Maintenant, oui, ça... il y en a suffisamment. C'est ça, exactement. Il y a suffisamment de retours d'expérience pour, effectivement, valider le système constructif. Et on voit même des inspecteurs qui sont très motivés et des fois, ils sont beaucoup plus ouverts des fois que l'autoconstructeur qui va se trouver un petit peu sur la réserve. Ils vont avoir peur de parler, qu'ils vont mettre de la paille dans les murs, d'avoir peur que ce ne soit pas validé. Quelle ville, à part la baie, on peut regarder? Ah oui, Sherbrooke, ils ont été très ouverts à l'utilisation des ballots de paille, par exemple, mais dans les Laurentides aussi, il y a un nouveau... voilà, il y a des initiatives qui naissent un peu partout. Quelle ville dans les Laurentides? Je ne sais plus le nom, il faudrait voir, c'est Solène... je
sais plus le nom. On demandera à Pierre. Oui, il faut demander à Pierre. Lui, il suit tous les projets, donc il est au courant de beaucoup de projets. Puis les gens passent en général à l'éco-hameau de la baie pour voir les bâtiments et voir le retour d'expérience. Effectivement, des maisons qui ont bientôt 20 ans d'ancienneté et qui sont encore là et sont magnifiques et toujours avec un confort sans égal. Donc la reconnaissance de ces inspecteurs pionniers-là au niveau municipal pourrait créer un effet domino à terme? Sur l'autoconstruction en particulier. Après, sur l'aspect des professionnels, on est encore sur d'autres domaines. Alors, je ne connais pas tout l'historique de la construction professionnelle en France, mais en France, pardon. Je ne connais pas tout l'historique de la construction professionnelle au Québec. Je sais qu'il y a eu des expériences de préfabrication en atelier de bâtiments plus ou moins réussis. Mais c'est sûr que le monde conventionnel du bâtiment a du mal à s'approprier ces techniques de construction tant qu'il n'y a pas la validation du matériau comme peut l'être validé aujourd'hui en France. C'est-à-dire que c'est pas le système constructif, ballot de paille, ossature, charpente, coulée, enduit, appliqué, etc. C'est pas ça. C'est le ballot de paille comme matériau d'isolation et support d'enduit. Aujourd'hui, c'est ça. Peu importe si le ballot de paille, il fait 1 mètre, s'il fait 2 pouces, peu importe la dimension du ballot, peu importe s'il vient du champ au Saguenay ou du champ à Sherbrooke, le ballot de paille est un matériau d'isolation reconnu comme tel en France. Donc si au Québec on est sur les mêmes logiques, de validation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas un fabricant pour réaliser ce bâtiment. On restera encore dans des usages un peu, ce qu'on appelle un marché de niche, où on va répondre à des besoins ou des envies de quelques écologistes bien motivés d'avoir un bâtiment en ballot de paille. Mais si demain on inscrit dans le code de la construction que le ballot de paille est un matériau d'isolation et qu'il faut faire comme ça pour le qualifier comme matériau d'isolation, il devient un produit de construction en tant que tel, et n'importe quel constructeur pourrait l'utiliser pour le fixer sur un mur, par exemple, mais ça peut être un mur en briques, ça peut être un mur d'une maison, et puis on fixe le ballot de paille dessus, puis on va faire un enduit, on va venir accrocher. La démarche est assez simple au final, mais il y a des habitudes, et puis il y a aussi des préjugés, et puis la maison des 3 petits cochons, et puis les rongeurs, et le feu, toutes ces questions-là qui reviennent régulièrement. En Europe, évidemment, vous avez des lobbies industriels là aussi qui n'ont pas intérêt à ce qu'un matériau naturel comme le ballot soit dans le code. En quelle année est-ce que le ballot a été inscrit dans le code du bâtiment? Et donc, ça a été précédé par des règles professionnelles, j'imagine? Non, ça a été inscrit d'abord dans le code du bâtiment sur les performances de l'isolation. Résistance thermique. Voilà, mais ça restait, c'est ça, sur la réglementation thermique 2012, on apparaissait déjà, en fin de réglementation thermique 2005, on apparaissait déjà. Comment ça a été fait? Par qui? C'est nous qui avons fait du lobby. Voilà, Luc Fossac et moi, le réseau français de la construction paille, on est intervenu auprès du ministère, on est intervenu auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment, auprès de l'agence qualité construction, pour qu'on fasse reconnaître ça, parce que simplement il y avait déjà des crédits d'impôt qui étaient proposés à ceux qui faisaient des bâtiments bien isolés. Et on ne trouvait pas ça normal que des personnes qui construisaient des bâtiments très bien isolés comme des bâtiments en paille ne puissent pas avoir droit à ce crédit d'impôt. C'était quelque chose d'inégalitaire, donc on a quelque part fait reconnaître la botte de paille comme matériau d'isolation. Mais ce n'était pas techniquement encore validé par les assurances. Il n'était pas encore possible de le faire par des professionnels. Ça c'est venu après, avec l'écriture des règles professionnelles, qui deviendra un DTU, un document technique unifié, qui permet aux professionnels de construire sans aucun problème. Mais c'est quand même tout un exploit qu'un réseau qui fait la promotion de la paille ait convaincu les gens qui rédigent le code du bâtiment de l'inscrire. Quelle était votre crédibilité? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Aviez-vous des dizaines d'architectes et d'ingénieurs derrière vous? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont pris au sérieux? En fait, ça ne se présente pas pareil qu'au Québec. Il n'y a pas un code de la construction. En France, il n'y a pas un code de la construction. Chaque corporation professionnelle rédige son code.
C'est-à-dire que les spécialistes du béton armé vont faire le code du béton armé. Les spécialistes des enduits vont faire le code des enduits. Les spécialistes de la pose de fenêtres vont faire le code de la pose de fenêtres. Et nous, on était les spécialistes de la construction en paille. Donc on a fait notre code de la construction paille. Et c'est ça qu'on a fait valider. Donc on a soumis aux instances réglementaires, l'agence qualité construction en particulier, notre document que l'on avait rédigé comme si c'était un document du bâtiment, avec des règles, des références aux autres codes de la construction, et on a répondu à leurs questions, à leurs demandes. Oui, mais alors est-ce que en isolation par l'extérieur, vous voulez faire etc. Oui, mais les rongeurs, quand on protège le feu, etc. Toutes ces questions-là, normales, que l'on peut se poser, une fois qu'on a résolu toutes ces questions, on a pu être validé comme technique courante. Et il n'y a pas de raison, on n'est pas centralisé sur l'écriture du document de référence. Mais voilà, c'était effectivement, ça nous a demandé aussi à nous, quelque part, de quitter nos campagnes et notre militantisme écologique pour intégrer une pratique plus professionnelle. Et au travers de ça, bon oui, on va parler du ballot de paille comme étant un matériau de construction que l'on utilisait avant même d'utiliser la laine de verre ou avant même d'utiliser le polystyrène, puisque les maisons en paille en France, la plus ancienne, elle date de 1920, elle est encore sur pied, et on peut la valoriser comme étant un matériau de construction durable. Là-dessus, on a sans aucun problème la possibilité de le justifier. Et vos perspectives d'avenir? Les perspectives d'avenir, c'est... alors, les multinationales aujourd'hui qui regardent, voilà, ceux qui sont propriétaires des 90% des parts de marché de l'isolation. Donc tout ce qui est laine minérale et polystyrène, tout ce qui est à base de produits pétroliers, aujourd'hui voient la construction paille comme un marché de niche. On n'est pas encore trop dangereux. Mais pas encore des panneaux de paille. On commence à faire des panneaux de paille, mais ça reste quand même... C'est moins d'1% du marché. Oui, la paille aujourd'hui c'est à peu près ça. Donc ça ne représente rien, on n'est pas vraiment une puissance. Mais là aujourd'hui, avec Accorpaille, en particulier avec Accorpaille et le travail qu'on réalise à l'échelle européenne, on devient une vraie force sur le secteur. Et on propose aux professionnels, et à la fois aux professionnels et à la fois aux maîtres d'ouvrage, des vraies alternatives de construction. Et aujourd'hui, il faut savoir que Bouygues construit en paille, Bouygues, donc un bétonneur de première, puisque c'est l'une des plus grosses entreprises de construction en béton en France. Comment on l'écrit? B-O-U-Y-G-E-U-E-S. Vinci, la multinationale Vinci, qui fait des aéroports, des autoroutes, des parkings, a fait une école en paille. Et puis Eiffage, donc grosse multinationale aussi de la construction, répond à des projets de construction paille. À partir du moment où il y a un projet de 30 millions d'euros à réaliser, qu'il soit en béton, en polystyrène ou en paille, si quelqu'un paye, pourquoi pas le faire? C'est ça, tous les enjeux sont là. Maintenant qu'on a des cahiers de charges... Tant qu'on a des outils réglementaires, tant qu'il y a des assurances, tant qu'on a tout ce qu'il faut pour que ça puisse se faire dans les règles de l'art, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire. Et c'est vraiment aujourd'hui le changement d'échelle qui est en jeu en France. Et ma présence ici aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se dire, on est en train de changer d'échelle, on n'est plus un matériau de doux rêveurs, grano, on est en train de révolutionner la planète. Non, non, du tout, du tout. On utilise un matériau qui est plein de bon sens. Alors effectivement, au Québec, on va se dire, c'est pas la France. En France, on produit 25 millions de tonnes de paille par an. Alors, si on construisait tout en paille, on utiliserait
10% de la production de paille. C'est pas la même chose au Québec. Au Québec, il y a beaucoup moins de production céréalière. Mais on pourrait tout à fait faire des accords avec d'autres provinces beaucoup plus céréalières et puis faire venir de la paille ici. Ça profitera à tout le monde, y compris aux éleveurs qui en bénéficieraient à ce titre-là d'un apport de paille qui est nécessaire pour l'élevage. Par train, ça serait moins polluant. Absolument, par train, tout à fait. Ouais, c'est ça qu'on envisage. Et donc, tes projets à toi, chez Accord Paille, ces jours-ci, dans les prochains mois, quelles sont tes priorités? La priorité aujourd'hui, c'est le changement d'échelle. Aujourd'hui, on cherche des investisseurs qui ont compris les enjeux de la filière construction paille. Et on a besoin aujourd'hui de trouver 500 000 euros pour pouvoir de capital social dans nos sociétés, pour pouvoir recruter des commerciaux, pour pouvoir les former. Et ces commerciaux-là vont aller frapper à la porte de ceux qui ont des bâtiments à construire pour leur dire « Pensez à la paille, c'est peut-être un bon moyen d'isoler votre bâtiment. » Les commerciaux, c'est les vendeurs. C'est les vendeurs, les représentants, effectivement. On a mis en place, depuis cet automne, une formation pour des chargés d'affaires en construction paille. C'est quelque chose de révolutionnaire dans le monde de l'écologie parce qu'on pense écologie, on pense décroissance, on pense pas croissance, on pense pas au développement, à la conquête des parts de marché, on parle pas business, etc. Mais comment on peut faire pour que le ballot de paille, qui est ce matériau révolutionnaire et pourtant du passé et pourtant très très commun, viennent apporter les lettres de noblesse au monde du bâtiment, c'est-à-dire la réduction de l'empreinte écologique, des émissions de gaz à effet de serre. Si on veut être écologiste, il faut qu'on soit capable de lutter contre ceux qui font tout le contraire de ce que nous on propose. C'est ça les enjeux, donc on va lutter avec les mêmes armes, on va former des gens qui sont capables d'aller se battre contre d'autres représentants et pouvoir faire le bras de fer sans aucun problème sur des bâtiments à 500 millions d'euros s'il le faut, faire un hôpital, faire peu importe. Les portes sont ouvertes pour des tonnes de projets. Quel argumentaire convaincant. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Avec plaisir. Voilà, je reviens quand vous voulez.